Merci Dominique et Liremo évidemment pour cette invitation. Euh, Heureusement ou malheureusement, quand on a discuté le thème de cette rencontre, on n'imaginait pas qu'on devrait traiter un sujet d'actualité galopante, disons. Alors, le défi de cette intervention sera de donner un contexte à tout ce qui se passe maintenant et qui se passera aussi dans les jours ou les semaines à venir. Il faut aussi partager avec vous mes nos sentiments de joie, de soulagement, de fierté que nous avons vécu devant la Cour pénale d'Athènes mercredi dernier. Et comme vous l'avez dit, Dominique, on attend toujours l'attribution de peine. Qui est suite disons, euh, de délai technique de la part des accusés a été un peu en retard. Peut-être on l'aura à l'instant. Mais l'important, c'est que l'Aube de Ré a été qualifiée, comme vous avez dit, d'organisation criminelle. Une grande victoire pour la démocratie, non seulement pour la Grèce, mais aussi pour l'Europe. Alors, oui, c'est vrai, l'Aube de Ré fut l'expression la plus extrême du nationalisme grec, mais ce nationalisme se trouve au sein d'autres parties, au sein de la société grecque en général. Mais on peut dire que, au moins par période, il est dormant, ce nationalisme. Il s'éveille de temps en temps, mais il est quand même dormant. Ce nationalisme grec a été forgé d'abord comme une idéologie qui a aidé qui a aidé l'esprit de la révolution libératrice de l'Empire ottoman. Et c'est ce même nationalisme qui a consolidé le nouvel État qui a été créé au 19e siècle. Alors, c'était construit autour d'une grande idée qui a persisté aussi pendant le XXe siècle, au moins le début du XXe siècle. Cette grande idée était l'unisson de tous les Grecs de Chypre, les Grecs de Turquie, les Grecs de Grèce, dans un seul État-nation avec pour capitale Constantinople. Cette grande idée a dominé toute la politique extérieure de la Grèce et par conséquent la politique intérieure depuis la guerre de l'indépendance dans les années 1820 jusqu'au problème chypriote des années 1970. La Turquie reste pour les Grecs l'ennemi fort, l'ennemi agressif dont la Grèce doit se protéger. Alors, même si cette grande idée a des traits impérialistes, sa nature, elle n'a pas de traits impérialistes, sa nature est plutôt rêveuse et pas trop conflictuelle. Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, la Grèce n'a jamais manifesté un nationalisme conduisant à des conflits armés. C'est plutôt un nationalisme introverti, destiné à, entre guillemets, marché intérieur plutôt qu'à l'extérieur. C'est pour cette raison qu'il ne fait pas la une de l'actualité en Europe et qu'on ne parle pas trop souvent du nationalisme grec. Pas qu'il n'existait pas, mais parce qu'il est plutôt de nature introvertie. Cependant, si on voulait voir rapidement comment ça décline, il faudrait voir trois composantes. Il y a d'abord la première composante, c'est la composante balkanique, on va passer très rapidement, mais qui nous intéresse aussi. Elle se manifeste à travers la dispute concernant le nom de la Macédoine du Nord. On n'entrera pas trop dans le détail, mais pendant longtemps, la Grèce a refusé de consentir à un nom pour son voisin qui aurait la composante, le mot Macédoine comme composante. Alors, la Macédoine du Nord, c'est issu des démantèlements de l'ex-Yougoslavie, évidemment. Et ce petit pays est resté sans nom officiel pendant des années jusqu'à l'été de 2018 et l'accord de Prespa qui a été signé par le gouvernement de Zoran Zaev et d'Alexis Tsipras en Grèce.
Néanmoins, même si à l'époque, cet été de 2018, la droite conservatrice faisait descendre les gens dans les rues, aujourd'hui, le gouvernement de la nouvelle démocratie entretient de très bonnes relations avec le voisin du Nord, ce qui prouve que ce cinéma nationaliste était destiné au rassemblement de ses propres troupes en vue des élections prochaines et non pas au changement de la politique extérieure du pays. Deuxième composante, la méfiance envers l'Union européenne. Un sentiment qui se trouve plutôt à gauche qu'à droite. Je ne vais pas trop élaborer sur cette question, mais cette méfiance a été nourrie par le mémoranda opposant une politique d'austérité presque meurtrière par nos alliés à l'Union européenne, la Banque centrale européenne, les fonds monétaires internationaux. Elle a été également nourrie par la question migratoire, ce qui nous intéresse aujourd'hui plutôt. La solidarité qu'elle a montrée la Grèce aux immigrants au début, aux années, quand la crise a commencé en 2015, a tourné au fil des années en lassitude, en colère envers les amis européens et bien sûr en colère avec le jeu turc qui ouvre et ferme la vanne des flux migratoires quand bon leur semble. On arrive, je vous ai préparé un petit voyage par une carte que j'aimerais bien vous montrer. C'est pas la chose la plus facile du monde parce que je ne la vois plus, mais elle est là. Voilà. Donc, et voilà. Elle est bonne, vous la voyez bien ou vous voyez tout mon écran? C'est bon? Très bien. Alors, on va aller en haut ici. C'est le petit village de Castagnès. Ici, Castagnès, ça se trouve à la frontière avec la Bulgarie et la Turquie, à l'extrémité nord-est du pays. Alors là, au village de Castagnès, il se trouve en face du village, se trouve la ville turque de Dirne, qui en grec s'appelle Andrianople. Entre les deux, c'est la Maritsa, la fleuve Maritsa ou Evros en grec. Alors, j'aimerais bien retourner, vous voir, si je peux. Voilà, c'est bien. Comme ça, je peux reprendre mon fil de pensée. Alors, en Edirne se trouvent les camps de réfugiés où des milliards de personnes attendent un passage vers l'Europe et vers la liberté. En février 2020, février dernier, juste avant le lockdown, la situation était presque hors de contrôle, car le président turc Erdogan avait déclaré que son pays ne les empêcherait plus de tenter de passer en Europe. Erdogan avait fait cette annonce après la mort de plusieurs dizaines de soldats turcs dans un bombardement aérien en Syrie. De deux côtés de la frontière, on assistait à des scènes de grande violence. Depuis que la Turquie a mis en exécution sa menace d'ouvrir les frontières, le chaos total s'était installé. Des milliers de migrants et de réfugiés tentaient de traverser la rivière pour passer en Grèce et en Europe par la suite. Les forces de sécurité grecques disaient avoir empêché presque 40 000 personnes de traverser la frontière, mais la Turquie affirmait que ce chiffre était plus de 3 fois supérieur. Alors, c'est un chiffre énorme à l'espace de quelques jours. Il a fallu attendre le 28 mars pour que la Turquie abandonne sa stratégie d'intimidation. Elle a littéralement mis le feu au camp des réfugiés installés de son côté de la frontière pour obliger des personnes à se replier dans l'intérieur du pays, apportant ainsi une solution, disons, au problème qu'elle avait déjà elle-même créé. Erdogan joue cette carte migratoire à sa guise depuis 2016, qu'il a accepté de ne plus laisser les migrants passer sa frontière avec l'Europe en échange de 6 milliards d'euros. Mais Ankara estime que d'autres thèmes de l'accord avec l'Union européenne
dont la facilitation de visa et la mise en place de certaines règles commerciales n'ont pas été respectées, alors, ou elle trouve une autre excuse chaque fois. Alors, de Castagnès, ça c'est un premier point très important de friction ou de tension entre la Grèce et la Turquie. Alors, je vais reprendre ma petite carte. C'est la screen. Voilà. Elle est là. Et vous amenez cette fois tout en bas. Voilà. En Chypre. Vous voyez, c'est le troisième point de notre voyage. Alors, ce petit point ici, c'est Varosha. Varosha c'est le quartier sud de la ville de Famaguste en Chypre. C'était une station balnéaire qui était bâtie en 1972, qui est devenue une ville fantôme par la suite, abandonnée par ses habitants complètement, après l'intervention militaire turque en 1974 et son inclusion… Suite au coup d'État contre Oui. Seigneur Makarios. Hein. Voilà, donc, et après, c'était inclus dans la zone d'occupation turque de Chypre du Nord, mais avec un accord qu'elle ne sera pas habitée tant que la question n'était pas résolue en son intégralité. Alors, elle est restée inhabitée, une ville fantôme. Alors, avant-hier, la semaine dernière déjà, avec le décret du Premier ministre sortant Ersin Tartar, qui s'est aussi présenté aux élections présidentielles du dimanche dernier. Et la Varosha a été ouverte, provoquant la colère de Chypriotes, mais aussi des Grecs. Alors, on a dit, je vais arrêter ça, c'est très bien. Alors, c'est l'actualité encore ça. En Chypre du Nord, les élections ont donné deux gagnants qui vont se présenter. Les deux premiers vont se présenter dimanche prochain aux élections. L'un, alors, c'est le Premier ministre Ersin Tatar, comme on a dit, qui veut suivre, qui souhaite suivre à la lettre la politique de la Turquie sur la région. Et l'autre, c'est l'actuel président, le président sortant, Mustafa Akici, qui est quelqu'un beaucoup plus modéré, qui prône la création d'une fédération de communautés. Voilà. Donc, parmi les 1 million plus ou moins d'habitants de Chypre du Nord, il n'y avait même pas 3000 votes qui les séparent. Alors, Tatar est venu en premier avec 33 presque % de votes, et Akidji est venu en seconde place avec presque 30% de votes, et on verra la semaine prochaine comment ça va se passer. Mais ce qui est vrai, c'est que l'ouverture de Varosha, c'était un tour de force pour donner la victoire à Tartar, mais il a créé un nouveau tour de protestation de la part de Chypre et la Grèce aux organisations internationales, l'Union européenne, les conseils de sécurité de l'ONU, partout. Alors, et la politique de Grèce et de Chypre se rejoignent non seulement à cause des liens culturels et historiques, c'est pour ça que nous sommes allés en Chypre, mais parce que aussi les deux pays défendent le même intérêt à la mer Égée, surtout en ce qui concerne la question des hydrocarbures. Alors, les hydrocarbures sont une des 3 raisons principales qu'on pourrait identifier pour expliquer cette montée de tension entre la Grèce et la Turquie en général ces dernières années, et surtout au cours de la dernière décennie, quand les grands gisements de gaz naturel en Méditerranée orientale ont été découverts. Il y avait le Léviathan israélien, découvert en 2010, l'Aphrodite chypriote, découvert en 2011, et les ors égyptiens découverts en 2015.
Alors, ces découvertes ont suscité l'intérêt des grandes entreprises multinationales comme Exxon, Total en France, Eni en Italie, Novatek en Russie. Alors, la manière la plus simple d'acheminer ces gaz vers l'Europe serait de passer par la Turquie. Mais les gouvernements Erdogan avaient déjà provoqué la colère d'Israël pendant l'affaire de la navire à Mavi Marmara en 2010. L'Égypte n'était pas du tout contente que la Turquie ait soutenu les frères musulmans lors du printemps arabe en 2011. Et enfin, les Américains n'approuvaient pas la coopération croissante de l'Ankara avec Moscou, avec l'achat de S-400 et le reste. Et après, surtout après le coup manqué contre Erdogan en 2016. Alors, dans ces contextes, les partenaires choisissent un plan risqué, tant économiquement que géopolitiquement, c'est de construire un nouveau gazoduc au nom de EastMed, qui sera long de presque 2000 km et profond de 3 km. Et ces gazoducs, quand et si jamais est construit, acheminera les gaz vers l'Europe via la Grèce et l'Italie en contournant la Turquie, en la laissant complètement dehors. En plus, en juillet dernier, le forum EastMed a été formé par Israël, Chypre, Grèce, Italie, Égypte, Jordanie et Palestine. Alors, il a alimenté, ces gestes alimentaient les attentes exagérées sur un nouveau OPEP en Méditerranée orientale, comme il est qualifié. Et Turquie, évidemment, se sent très menacée d'exclusion, de marginalisation de cette alliance. Pour elle, c'est une alliance impie complètement. Alors, elle a choisi à répondre, elle a choisi de répondre en frappant celui qui, à ses yeux, représente les maillons les plus faibles, qui est la Grèce. Alors, l'accord avec les gouvernements de Tripolis pour l'élaboration des zones exclusives économiques a servi cet objectif. Troisième point de notre voyage, de notre périple sur la mer Égée, c'est Castellorizo. Je vous remontre pour voir où on est. Alors, on était en haut au début à Castagnès, puis on est allé plus bas en Chypre et Varosha. Là, c'est le Castellorizo, le troisième, qui est vraiment au bout. C'est une île grecque qui se trouve seulement à 7 km de la ville de Kos, qui est sur la côte sud de la Turquie. Alors cette petite île de Castellorizo, son emplacement géographique offre à la Grèce une extension majeure de sa zone exclusive économique. Et la Turquie, tout simplement, ne le reconnaît pas et refuse de laisser une si petite île débouffer sa zone économique exclusive à elle. Alors, ça, c'était évidemment une question pour les cours internationaux. C'est une question qui pourra être seulement résolue, mais on reviendra sur ce point-là. Je vais arrêter. Voilà, c'est bon, on revient. Alors, la Turquie ne reconnaît pas tout ça et on se trouve en pleine dispute et la Grèce passe un accord avec l'Égypte pour définir une partie au moins de la zone économique exclusive de deux parties. Est-ce que la Turquie... Alors, il reste quand même une partie qui n'est pas définie. Si on voit où la Turquie envoie ses navires, c'est vraiment au bout, à l'extrémité du 28e méridien, qui est vraiment le point de dispute. Il ne dépasse pas le 28e. Il n'entre pas là-dedans. Mais elle navigue avec ses navires, littéralement et métaphoriquement, elle navigue au bout de ce qui est acceptable ou pas acceptable. Alors, est-ce que la Turquie pourrait accepter un arbitrage international ?
C'est fort possible, mais entre-temps, elle essaye de gagner le maximum possible de façon à commencer son point de départ au pourparlers d'avoir une position plus forte. Deuxième raison majeure de la tension, c'est l'affaiblissement de la puissance américaine dans la région après le fiasco de guerre de l'ère Bush et le retrait progressif des forces américaines déjà sous la présidence d'Obama. La désintégration de la Libye et la guerre civile syrienne ont créé des trous noirs dans la région. Et la Turquie, pesant les risques principalement dus à la question turque et les gains qu'elle pourrait avoir, elle a pris la décision de combler ces vides géopolitiques, aspirant à devenir une puissance régionale majeure et même internationale, avec des déploiements militaires en Irak, en Syrie, en Libye, partout. Et malgré les vives réactions du département d'État et du Pentagone, Trump mène une politique étrangère de superpuissance, mais en corporative, pas militaire, avec des termes business plutôt qu'armée, a privilégié une sorte de sous-traitance des intérêts américains en espérant que la Turquie servirait de rempart contre les ambitions de la Russie et de l'Iran. Alors, troisième raison, et je vais finir là-dessus, la politique intérieure de la Turquie et la crise de son économie. Selon les informations que nous avons, la Turquie consacre actuellement 25% de son budget à la défense ou à des activités qui sont liées à la défense, comme le financement de ses industries de défense, la recherche sur la défense, la production, et en général des activités qui ne sont pas lucratives en fait. Elle dépense, mais elle n'a rien. Selon les mêmes informations, la Turquie est complètement hors budget et son économie tient le jour au jour, comme ça. Le livre turc a perdu 28% de sa valeur. Hier, si je ne me trompe pas, elle est arrivée à un bas historique. Alors, la récession est au 3,5% et la situation à l'intérieur se dégrade tous les jours. Et donc, Erdogan veut clairement canaliser la colère populaire vers l'étranger, vers l'extérieur, loin de lui. Son passage au totalitarisme et à ses revendications agressives à l'étranger était déjà visible depuis les premiers défis sérieux au parc Gezi d'Istanbul en 2013. Et alors, à partir de ce moment-là, a commencé une descente vers les enfers démocratiques, disons. L'Union européenne, si l'Union européenne ou certains pays forts européens, disons, voulaient vraiment faire pression sur la Turquie, c'est qu'estime Athènes, ils pouvaient jouer la carte d'union douanière pour donner un peu d'espace, un souffle à la Turquie. Mais ils ne veulent pas faire ça et en même temps, ils ne veulent pas renverser le gouvernement Erdogan et préfèrent la maintenir entre la vie et la mort. Et ça parce que, d'abord, Erdogan n'est pas un paria. C'est pas un pays en dehors du système international. Il fait partie des institutions internationales. Elle a été un allié précieux pendant longtemps pour les États-Unis, l'Allemagne, l'Israël, tout le monde. Et Erdogan est aussi un interlocuteur fiable pour les étrangers. Parce que les kémalistes, depuis le 19e siècle, avec les kémalistes, le dialogue était complètement interrompu. C'est il y avait avant un dialogue avec l'Empire ottoman, kémalisme arrive, dialogue interrompu, et c'est seulement avec Erdogan que les Européens ont pu recommencer à dialogue, avoir un interlocuteur fiable. Donc, les alliés d'un temps hésitent. En plus, il n'y a pas d'alternative. Je vais finir là-dessus. Le président turc a tout fait pour assurer qu'il n'y en a pas une d'alternative gouvernementale en Turquie. Et puis, pendant les négociations avec les pays européens, Erdogan s'est très, très bien négocié
au bazar ottoman, mieux que personne. C'est dans son caractère, évidemment. Bon, voilà, j'espère que j'étais dans le temps et je n'ai pas trop... Merci infiniment, Alia. C'était un beau voyage, en tout cas un voyage impressionnant, à la fois dans la géographie et dans la synthèse un peu des grands points de conflit et d'expression du nationalisme turc, mais aussi grec. Hein. Avant de vous poser les questions qui commencent à arriver de nos internautes, de tous ceux qui suivent, moi je voudrais quand même vous inviter, pour quelques minutes, à un voyage dans le passé. Parce que j'ai été quand même très frappé en coordonnant ce livre sur les nationalistes à l'assaut de l'Europe, sur le fait que chaque nationalisme plonge des racines extrêmement loin dans le passé, des racines réelles ou virtuelles ou inventées, et que quand même dans le nationalisme grec proprement dit, il y a une histoire qui est une histoire de 4 siècles d'appartenance à l'Empire ottoman, donc d'oppression d'une certaine manière nationale quand même, et une indépendance en fait assez récente, parce que ça fait moins de 2 siècles que la Grèce est indépendante, et à travers combien, je n'y reviens pas, de conflits. Et voilà, je me demande quand même si ça ne vaut pas d'en dire un mot, c'est-à-dire dans la conscience des Grecs, est-ce que ce lointain passé, cette longue histoire de conquête de l'indépendance et de conflits avec la Turquie, d'avant et d'après la fin de l'Empire ottoman, est-ce que c'est quand même un terreau sur lequel viennent se greffer les points que vous avez cités, la question de la Macédoine évidemment, mais on a vu des dizaines et des dizaines de milliers de gens dans la rue pour empêcher le voisin de mettre le mot Macédoine dans le nom de son pays. Enfin, c'était quand même presque surréaliste pour nous de l'extérieur. Hein. Il y a l'affaire chypriote, quand même, où le nationalisme grec a une responsabilité historique avec le coup d'État, et c'est lui qui, d'une certaine manière, a permis, avec ses alliés chypriotes, grecs évidemment, mais a permis aux Turcs d'envahir le nord de Chypre. Il y a la question que vous dites, qui est très importante, des hydrocarbures, mais est-ce que tout ça, au fond, c'est ça que je veux vous faire dire, si vous voulez bien, n'est pas quand même profondément enraciné dans l'histoire, dans la mentalité ou dans l'idéologie ou dans le sentiment des Grecs? Oui. Bon, d'abord, la prise de Constantinople, qui est, disons, le point d'histoire qui commence notre histoire d'occupation ottomane, c'était en 1453. Et on va fêter le 200 ans d'indépendance l'année prochaine. Alors, c'est dans l'histoire, c'est le temps beaucoup plus long de l'occupation que de l'indépendance. Alors, mais je pense que c'est pas seulement une question des Grecs contre les Turcs. Je pense que l'Empire ottoman a laissé son empreinte d'abord dans les Balkans en général, avec plein de civilisations, d'ethnies, de langages qui pourraient coexister au sein d'un empire, du grand empire, et que ce n'était pas très important si dans le même village, moi qui parlais grec et vous qui parlez un dialecte bulgare, par exemple, cohabiter, parce que de toute façon, on était tous les deux occupés. Alors, au démantèlement de l'Empire ottoman, toutes ces populations se sont retrouvées l'un en face de l'autre, nues, en fait. Nues, et l'ennemi commun, les Turcs, n'était pas assez pour consolider des phases d'amitié entre ces peuples. Et puis, du coup, la Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale d'abord, et les guerres balkaniques. On oublie très souvent parce que c'était fait aux marges de l'Europe, les guerres balkaniques. Alors, on n'en parle pas très souvent. Mais pour nous, c'était plus important que la Première Guerre mondiale elle-même. Donc, les guerres balkaniques qui essayent de nettoyer un peu le territoire, de voir comment ça se passe, et puis la Seconde Guerre mondiale, et puis hop, il y a la frontière entre l'Europe de l'Est et l'Europe du Sud, disons l'Europe communiste ou l'Europe capitaliste, qui se forme exactement aux Balkans.
entre la Bulgarie et la Grèce. La Bulgarie, l'ex-Yougoslavie, l'Albanie et la Grèce, qui restent un peu séparés des autres pays européens, qui sont dans les blocs capitalistes ou démocratiques, je ne sais pas, chacun a sa propre interprétation de l'histoire. Et donc, qui entourait la Grèce alors de cette bloc soviétique, dont la moitié de sa population aspirait d'en faire partie, en plus. Et vous avez eu une guerre civile fondamentale. Parce qu'on a eu une guerre civile. Alors, je pense que il ne faut pas seulement le voir seulement en face, à travers les différences avec la Turquie. Il y a tous les contextes balkaniques et tous les contextes aussi de problèmes internes en Grèce qui se manifestent également. Évidemment, c'est l'histoire, mais pas seulement l'histoire de l'Empire ottoman, mais tout ce qui est passé après. Il y a beaucoup d'idéologie dans tout ça. Moi, juste une anecdote, et après j'ai plein de questions pour vous, parce qu'elles arrivent là en masse. Je me souviens m'être trouvé à Nopli, à Naflion, et après avoir très bien mangé, on a commandé un café. Turc, voilà. C'est ça? Voilà. Alors, bêtement, comme un Français stupide, j'ai demandé 2 cafés turcs. Et j'ai eu le droit à une harangue qui a duré vraiment plus de 10 minutes. Le gars m'insultait dans toutes les langues possibles, disant comment, mais nous sommes en Grèce, etc., etc. Enfin bon, vous imaginez le discours. Après quoi, il s'est tourné vers son barman et j'ai très bien compris en grec qu'il demandait 2 Turcs. Oui, voilà. Donc, c'est parce que… La différence entre l'idéologie et la réalité, quoi. Oui, d'abord, c'était parce que vous étiez étranger. Si c'était moi qui avais commandé des Turquie, peut-être la différence était on n'aime pas. Mais en même temps, moi, je me souviens en tant qu'enfant, tout le monde disait café turc. Personne ne disait café grec. Je ne sais pas pourquoi, personne ne disait ça. Il y a eu un changement aussi de marketing pour pouvoir le faire passer et le faire aussi vendre en Europe en tant que café grec et pas un café turc. C'est ça aussi. On ne sait jamais parce que après le XXe siècle, on a l'histoire, les idéologies, mais on a aussi le marketing qui entre dans les relations internationales. Voilà. C'est-à-dire que le nationalisme, c'est des grandes choses historiques et puis c'est aussi des petits trucs qui permettent de mobiliser les foules autour de stupidités. Oui, parce que moi, je vous dis, ma grand-mère, mes parents, ils disaient tous café turc, ils n'ont jamais imaginé, au début c'était difficile de dire café grec. Alors malheureusement, le conflit entre les deux pays ne porte pas que sur le café, ce serait beau. Voilà des questions que votre introduction a suggérées. Elles sont évidemment décousues parce que naturellement, vous avez touché beaucoup de sujets. Oui, je suis désolée pour ça. Hein, mais… fait pour ça, voilà. Donc, on a Patrick qui vous pose une question intéressante. Vous avez utilisé le terme totalitarisme à propos de la Turquie. Et il demande est-ce que c'est totalitarisme ou autoritarisme? Et il dit, est-ce qu'il y a vraiment une idéologie derrière le comportement de Erdogan? Oui. Bon, c'est qu'on sait d'abord. Bon, entre totalitarisme et autoritarisme, je pense qu'on pourrait discuter toute l'après-midi. Et je n'ai pas de position fixe. Je serais ouverte à une discussion d'abord. Alors, je ne reste pas sur des positions fermes. C'est discutable. Deuxièmement, Erdogan aime d'abord rester au pouvoir. Ça c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est comme idéologie, pour moi, l'islam est plutôt un moyen et pas la fin. Et je pense qu'il avait un moment où il fallait casser avec la tradition kémaliste, qui au début était une chose très très bien pour la Turquie, parce que ça a inauguré
Sa partie de l'histoire, c'était vraiment la coupure avec l'Empire ottoman et elle a fait la Turquie un pays moderne, international. C'était vraiment quelque chose de très bien. Mais au niveau politique, comment s'était exprimé ça? Coup d'État après coup d'État. Les militaires au pouvoir tout le temps. Moi, j'étais plus jeune que mon fils et que j'attendais à la radio ou j'ai regardé à la télé nouveau coup d'État en Turquie, nouveau coup d'État en Turquie. Pour moi, la Turquie, en tant que mes premières images de la Turquie, c'était d'une dictature qui n'arrivait pas à rester en place et qui était renversée par une autre dictature. La vôtre a duré quand même 7 ans, je veux dire, la dernière en date de cette Oui, dictature mais militaire, hein, de oui, 67 à absolument. 74. Non, Hein. absolument, mais après, il avait une démocratie. Avant, il avait une démocratie, c'était, disons, c'était une coupure de l'histoire. Mais je vais dire que dans l'imaginaire national turc, le kémalisme était maintenant corrompu, était quelque chose qui n'était pas tenable, ils avaient absorbé tout ce qui était bien chez le kémalisme et qu'ils étaient restés avec des choses qui étaient mauvaises. Alors, Erdogan est venu pour dire, voici, on peut faire une démocratie stable. Et c'est ce qu'il a fait aux premières années de son, aux premières années. Mais après, il a du mal. Il a du mal à laisser le pouvoir, il a du mal à laisser les autres gens. On verra. D'ailleurs, il faut se souvenir qu'en Turquie, il n'y a pas d'opposition forte. Il n'y a personne qui peut faire face, à part les Kurdes, qui sont toujours, c'est un parti assez fort, mais c'est aussi un parti assez marqué ethniquement. Alors, il y a plusieurs Turcs qui s'identifient au niveau idéologique, mais qui ne peuvent pas s'identifier au niveau ethnique. Alors, sinon, le Kurde aurait pu être la première partie du pays. Hein. Alors, il n'y a pas d'opposition forte. Si jamais il y a quelqu'un, Erdogan fait du sorte qu'il n'y est plus. Quand tu as des journalistes qui sont en prison et que le droit démocratique ne sont pas respectés, alors qu'est-ce qu'on peut dire hein? Mon grand ami Bertrand Badi dit toujours que le populisme, ça n'est pas un programme, ça n'est pas une idéologie, ça n'est pas une doctrine, c'est une manière de faire de la politique, c'est Voilà. des postures. Et alors, effectivement, on peut se dire, au fond, Erdogan réagit surtout en fonction de ses difficultés par rapport aux Kurdes, ou bien de ses échecs électoraux aux élections municipales, ou bien, c'est-à-dire, on est plus dans une gestion de la politique extérieure au profit de la politique intérieure. C'est ça, au fond, ce que vous dites. Ouais, ouais. Vous êtes d'accord sur ça? Oui, oui, absolument, absolument. C'est ça aussi. Il réagit. Bon, évidemment, il a des grandes lignes. Il veut rester au pouvoir. Il veut que la Turquie soit forte et il veut jouer avec les grands et être un interlocuteur égal avec eux. Et le Ça, nouveau calife, peut-être? le nouveau calife aussi. Alors, c'est ça. Ce sont des choses qui sont importantes. Alors, beaucoup de nos amis ont l'air très inquiets quand même de la possibilité d'un conflit réel entre la Grèce et la Turquie. Alors, il y a plusieurs questions qui vont dans ce sens. Ils essayent de se raccrocher aux branches pour trouver des espoirs pour que ça s'apaise, quoi. Donc, il y a une première question, c'est comment les citoyens grecs, les Grecs, quoi, disons, voient leurs voisins turcs. Est-ce qu'il y a vraiment, au-delà du discours, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de très profond dans l'inimitié? Et puis, c'est plus concret, est-ce que l'armée grecque est en position de tenir tête à l'armée turque en Méditerranée orientale? Ça, c'est pas dans les sentiments, là, c'est vraiment de... Oui, alors je vais commencer par ces secondes-là, qui est vraiment très intéressant. Alors, même les militaires ici en Grèce, quand ils parlent de conflit, ils parlent d'un conflit qui va durer quelques heures, pas plus. N'oublions pas que les deux pays font partie de l'OTAN et que nos alliés de l'OTAN ne vont pas laisser un conflit s'éterniser.
ça sera un conflit qui durera quelques heures et qui donnera peut-être à la Turquie l'espace et le temps de gagner quelques îles. Déjà, le discours très, très nationaliste de la Turquie aujourd'hui, ça parle de notre parti bleu, azur, c'est ça le mot que je trouvais. Alors, ils disent que la Grèce occupe 18 îles qui appartiennent à la Turquie et que c'est ces îles que la Turquie doit revendiquer et regagner. Alors ça, c'est c'est le discours à droite de l'Erdogan, hein, parce que lui, il parle aussi, il a quand même un peu parlé, il a flirté un peu avec cet extrême nationaliste et qu'il a parlé de notre parti patrie Azur, mais il n'a jamais parlé de ces 18 îles occupées, entre guillemets. Alors, dans un épisode qui durera quelques heures, oui, les Grecs peuvent faire face, parce que ce sera un épisode chaud où c'est surtout les avions et les navires qui vont intervenir. Mais oui, s'il y a un conflit, comme vous dites, même très court, qui peut intervenir, enfin, quelles sont les forces susceptibles de peser pour que ça s'arrête? Bon, je vous demande évidemment l'OTAN, puisque les deux pays en sont membres, l'Union européenne, la oui. Russie, c'est-à-dire qui peut empêcher le pire, quoi, disons? La Russie, je pense que non, parce que la Russie n'aime pas se mêler. La Russie forme ses alliances bilatérales et elle parle avec tout le monde, avec qui il veut parler avec elle aussi. Mais la Russie, on voit que le président Poutine il choisit très bien ses cibles et il va là où il a quelque chose lui-même de gagné. Alors, Mais dans un conflit. Que dit-il sur la tension? Est-ce qu'il s'est exprimé sur la tension entre la Grèce et la Turquie? Non, non. Non. Bah, évidemment, la Turquie, c'est son allié, mais il ne veut pas. La Grèce, c'est un pays qui est proche de lui aussi. Surtout le parti conservateur de la Grèce, qui font comment dire, qui forgent dans leur tête une alliance russo-grecque basée sur l'histoire, la religion grecque orthodoxe, des choses comme ça, qui sont un peu dans la sphère du fantasme, de l'imagination plutôt que de la réalité. Enfin, l'Église orthodoxe est un fantasme très vivant en Grèce quand même. Hein. Oui, 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 nous, Lourdement. Hein. Mais si vous demandez au prêtre s'il voudrait bien merger avec l'Église orthodoxe russe, ils ne seront pas d'accord. Hein. Alors, est-ce que l'OTAN peut jouer un rôle? Est-ce que l'Union européenne peut jouer un rôle? Est-ce qu'il y a d'ailleurs une politique européenne? Parce que moi, j'ai cru comprendre les dernières semaines que, par exemple, Mme Merkel et M. Macron n'étaient pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Non, et il faut se souvenir que l'Allemagne a des investissements énormes en Turquie. Elle fait sous-traiter son industrie repose lourdement à la Turquie, alors elle peut pas entrer en conflit. Elle a des millions de Turcs ou de Kurdes sur son sol. Elle a aussi des millions de Turcs et de Kurdes sur son sol. Par contre, M. Macron, il est plus libre à parler. Et à vendre des rafales. Et à vendre des rafales, surtout. Absolument. Noémie demande, je crois que c'est Noémie ou Simon, je ne sais pas, est-ce qu'on peut imaginer que la Turquie sorte de l'OTAN? Non. Non. Non, il faut comprendre parce qu'on a vécu d'autres épisodes comme ça avec la Turquie qui étaient pour une raison qu'on peut analyser et avaient moins l'intention de nos amis européens. D'accord? C'est parce que aujourd'hui, la Turquie, l'Europe s'intéresse au conflit gréco-turc aujourd'hui
parce qu'il y a aussi la mêlée de la Turquie en Syrie, en Libye, et sinon, ça ne ferait pas la une, ni en France, ni en Allemagne, ni nulle part. C'est la question turque qui obsesse les Européens et pas la question du conflit gréco-turc. Il y a une question très intéressante de Squant, je crois, je ne sais pas si j'ai pas bien son nom, qui demande, au-delà de toutes ces tensions, est-ce qu'il y a des relations économiques importantes entre la Grèce et la Turquie ou d'autres types de relations Ah, il y en si. a entre des pays voisins, Ah quoi. si, beaucoup plus qu'avec des autres. D'abord, on échange les îles qui sont près de la Turquie, il y a toujours des échanges. Tu n'as même pas besoin d'un passeport pour aller en Turquie. Je veux dire que c'est très libre. Mais c'est surtout le deux peuples, surtout les Turcs qui sont à l'ouest, Près de la côte. à la côte de la mer Égée, sont nos amis, nous sommes leurs amis et tout se passe très très bien, hein. Aucun problème. Et, il y a plutôt de Turcs qui parlent le grec, je dirais moi, que le grec qui parle le turc en plus. Mais le volume des relations commerciales est un volume important. Je ne l'ai pas en tête maintenant. Écoutez, par exemple, dans l'embargo, ce sont des informations que je peux vous donner comme ça. Je sais qu'elles sont confirmées, mais je suis juste journaliste, alors je peux dire. Je ne suis pas ministre ou quoi que ce soit. Alors, par exemple, dans l'embargo de la Russie, de l'Union européenne à la Russie, les pêches et les abricots et les pommes passaient par la Turquie pour aller en Russie et qui était baptisé pêche turque ou abricot turc pour partir à la Russie. Alors, il y a une partie de commerce officiel, disons, et une autre partie aussi de commerce noir. D'accord. Ariel Belaïch, qui suit souvent ces midis, je crois, vous demande s'il y a réellement encore une nostalgie chez les Grecs de leur territoire en Anatolie. Est-ce qu'il dit, c'est une belle formule, est-ce que la grande idée, hein, est encore quelque chose de présent dans les esprits? Oh, pour les plus vieux, oui, peut-être, mais pour les jeunes, non. Je pense qu'ils ne connaissent même pas le terme grande idée. Plus Et vous maintenant. l'utilisez dans votre article pour Oui, je l'utilise parce que c'est quelque chose qui perdure encore dans la politique. Mais pour les jeunes, pour ceux qui ont l'âge de mon fils, par exemple, c'est pas quelque chose qui les intéressera parce qu'ils ont grandi, au sein des frontières stables. Alors, j'imagine bien que comme un Français a grandi maintenant, qui a 16 ans ou 18 ans, a grandi sans frontière avec l'Allemagne et la Belgique, et qui pour lui, ou elle, ça serait inimaginable d'avoir des frontières où on s'arrête et on montre un passeport comme ça. Alors, c'est la même chose en Grèce, on n'imagine pas autre chose. Deux questions très liées. Jean Rachid vous demande si, au fond, la Turquie a énormément, dit-il, de leviers, l'OTAN, la Syrie, les flux migratoires, etc. Est-ce qu'elle n'est pas vraiment en position de force? On pourrait rajouter quand même l'importance de son armée, peut-être. Et j'ajoute, c'est une question de Simon Raoul, qui dit, est-ce que du côté grec, on est prêt à négocier vraiment sur des compromis, et en particulier sur la question des frontières maritimes partagées? Je pense que non. Bah, elle devrait être prête. Je suis pas sûre qu'elle est prête, la Grèce, parce que une fois qu'elle entre aux discussions sérieuses, disons, qui pourront aboutir à quelque chose, le, les prix politiques à payer pour le gouvernement qui les fera sera énorme. On a vu comment ça se passait avec la Macédoine du Nord, que le prix que le gouvernement de Syriza a payé pour cet accord. Alors, imaginez ce qu'il va se passer si quelqu'un s'assoit parce qu'il n'y a pas de consensus national sur la question turque, parce que la politique extérieure n'a jamais fait en Grèce l'objet d'un consensus national. C'était toujours un terrain de conflit intérieur, comme en Turquie d'ailleurs.
On parle beaucoup de la Turquie, je voudrais quand même qu'on revienne, vous le faites à l'instant, du côté grec, parce que prenons ces affaires maritimes là, parce que votre carte était une carte qui n'était pas détaillée. Oui. Si on prenait une carte détaillée, si je ne me trompe, la Grèce a 9000 îles ou îlots entre son territoire, disons, métropole, et les frontières maritimes de la Turquie. Voilà. Dans ces 9000 îles et îlots, il n'y en a que 200 qui sont habités, mais ça permet de bloquer complètement toute possibilité pour les Turcs d'avoir un espace maritime, même mineur, enfin minime. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui est, du point de vue de l'esprit du droit maritime? Je ne parle pas du droit formel, parce que le droit formel, on le connaît, mais du point de vue de l'esprit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas, quoi? Oui, c'est la même chose. Est-ce qu'on peut imposer à un voisin de ne pas avoir d'espace maritime, quoi? Ben oui, c'est la même chose qu'avec les hydrocarbures, qu'il y a Israël qui va en avoir, il y a les Chypre qui va avoir, la Grèce, la Jordanie, et à tout le monde, et pas la Turquie. Oui, mais voyez, c'est génial ça, hein? C'est vraiment très bien. Tout le monde aura, elle est exclue. Elle est exclue par tous ses voisins, elle est complètement exclue. Mais c'est ça, oui, évidemment, vous avez raison. Je ne pourrais pas ne pas être d'accord. Mais en même temps, s'il y avait une bonne entente entre le pays et si la Turquie s'est comportée différemment que le voisin fort, et que moi je suis là pour... il fait du bullying depuis des années, hein, la Turquie à tout le monde, pas seulement la Grèce. Alors peut-être le problème aurait été résolu différemment. Moi, je ne trouve pas que c'est juste. Vous avez absolument raison. Pour moi, ce n'est pas juste. Mais c'est la façon dont elle réclame des choses. D'ailleurs, Erdogan dit qu'une des raisons pour laquelle il a rompu avec la tradition kémaliste, c'est qu'il met en doute l'accord de Sèvres. Sèvres. Donc, moi, je ne veux surtout pas que vous soyez lynchés par des nationalistes ou des hyper-nationalistes à l'issue de cette émission. Ce serait vraiment tout à fait dommageable pour vous, pour moi, pour nous. Mais je veux dire, quand en France on parle du conflit entre Grèce et Turquie, il y a un regard très appuyé vers la Turquie et beaucoup de bienveillance du côté grec. Mais quand on prend l'histoire, on prend 74, la crise chypriote, la responsabilité des nationalistes grecs est immense. Les Turcs en ont profité, ils ont occupé la moitié de Chypre, ce qui n'était évidemment pas conforme au droit international. Mais je veux dire, l'occasion a été fournie par le coup d'État contre Makarios, par l'idée des Gnosis, etc. Oui, mais en même temps, ce n'est pas la Grèce qui a fait l'intervention. Je veux dire, si on veut rester dans le fait, ce sont de lectures différentes de l'histoire. Mais si vous voulez, je ne veux pas distribuer des bons points, des mauvais points, c'est pas du tout. Non, oui. Ce que je veux dire, c'est que le nationalisme, il a des logiques qui ont des conséquences. Absolument. Je prends un autre exemple, peut-être nos amis le connaissent moins. Historiquement, la Grèce a toujours été très sensible aux droits des Palestiniens. Et puis tout d'un coup, à un moment où les Turcs et les Israéliens se sont fâchés, vous parliez de l'affaire du bateau Mavi Marmara, il y a eu une espèce de fenêtre d'opportunité qui permettait à la Grèce de prendre un peu la place de la Turquie dans les rapports avec Israël. Et on a vu un retournement à 360 degrés, non, pardon, à 180 degrés. Oui. 160, ce serait pas comme ça, qui a vu la Grèce devenir un grand allié d'Israël à la place de la Turquie, et y compris avoir des relations militaires, faire des manœuvres militaires communes. Et ça s'est fait y compris sous notre cher Tsipras. Oui, je ne sais pas comment vous répondre. Je ne sais pas comment vous répondre. Oui, c'est aussi ça. Mais je veux dire que les politiques extérieures d'un pays, la politique extérieure d'un pays ne se fait pas sur le code éthique. Elle se fait sur le code, sur le loi internationaux. Oui. C'est ça que je peux vous.
Le répondre. nationalisme pousse à des attitudes ou à des initiatives qui sont Oui, catastrophiques pour le é- pays lui-même, en fin de compte aussi. évidemment, évidemment. Mais au moins, s'il y a un consensus national sur la politique extérieure, comme il y a en France, par exemple, comme il y a en la Turquie, on peut quand même pousser vers l'un côté, si le nationalisme pousse vers l'un côté, puis les autres forces non nationalistes peuvent pousser sur un autre côté. Quand la politique est un peu n'importe quoi, on ne sait pas vers où pousser, c'est le nationalisme et le populisme à ce moment-là qui a la main forte. C'est vrai, vous avez raison. Enfin, nous, on dit en français, vous connaissez ce proverbe, j'imagine, que pour danser le tango, il faut être deux. Oui. Et là, on a un peu l'impression de deux nationalismes qui dansent le tango parce qu'ils sont deux, parce qu'ils se renvoient l'un l'autre pour des raisons de politique intérieure de part et d'autre. La balle, elle est dangereuse, quoi, parce qu'elle peut menacer toute la stabilité et toute la paix dans la région, quoi. Ouais. Mais oui, mais il y a plusieurs points de non. Tout l'intérêt de l'Europe à ce point-là, c'est manifeste à la mer Égée à la mer Méditerranéenne de l'Est. Mm. Tous les enjeux maintenant sont là. Et c'est vrai que la Turquie fait partie de tous les conflits qui sont en train. C'est pour ça que la Turquie, je pense, est plus intéressant. J'aimerais bien répondre à Catherine, je pense, qui, là, je viens de voir son. Elle dit que c'est choquant Oui, d'attendre les Grecs appeler Istanbul, Constantinople et Izmir, Smyrne. Alors, ça, c'est culturel. Ça n'a rien à voir avec les Turcs. Rien à voir. Il faut savoir qu'on appelle la Suisse Helvetia, de son nom ancien qui était Helvétie, les Helvètes. On n'appelle pas la Seine, la fleuve, la Seine à Paris, on ne l'appelle pas la Seine, on l'appelle Sicuana, qui est un nom latin qui date de l'époque latine, je ne sais pas quoi. Alors, parce que notre civilisation est si vieille, elle nous permet d'avoir les noms qu'on a donnés à ces régions du monde avant la constitution de villes modernes ou des États modernes. Donc, si on peut appeler les Suisses helvètes, on peut appeler Izmir Smyrne. Une Ça, c'est question simple. pour revenir sur les autres enjeux que vous avez cités, parce qu'il n'y a pas que la mer Égée, bien sûr. Euh, Vous avez écrit dans votre chapitre du livre Les nationalistes à l'assaut de l'Europe, dans la première version, il y a un an, vous aviez beaucoup développé sur la Macédoine. Mhm. Et j'aimerais que vous repreniez ça, c'est-à-dire au fond, voilà un cas de conflit durable qui a considérablement empoisonné toute la région, quoi, et qui, à partir du moment où il y a une décision politique courageuse, en l'occurrence de Tsipras, enfin, du Mhm. gouvernement de Tsipras, de Syriza, la chose se règle et semble-t-il, d'après ce que vous dites, se règle bien, quoi, y compris Ah dans les oui, oui, relations oui. entre les deux pays, quoi. Oui, parce que la droite disait à l'époque on va renverser la décision, on fera tout. Et maintenant, ils disent qu'on va faire le mieux comme possible dans le terme parce qu'ils ont des accords internationaux. Donc, le retournement de veste est Mais, mais, énorme. mais revenez pour nos amis qui ne connaissent pas Oui, oui, forcément oui. Je ça. vais revenir un Quel peu. était vraiment l'enjeu? Parce qu'on avait l'impression d'une chose très surréaliste, quoi. Bon, cette région qu'on appelle Macédoine est une région assez attendue. C'est la région où Alexandre le Grand a commencé sa conquête du monde, connue à l'époque. Il y a aussi une région en Grèce qui s'appelle, une des 13 régions de Grèce qui s'appelle Macédoine, tout court. Et où on a trouvé le palais de Philippe, le père d'Alexandre, où on a trouvé plein de choses. Alors, voilà. Donc, après le démantèlement de l'Empire ottoman, il n'y avait pas trop de questions qui s'appelle comment, parce que c'était vraiment les grands bazars au Balkan. Il n'y avait pas d'État formé, il y avait des villages qui étaient ici, les villages qui étaient là, tout le monde habitait ensemble. Alors, c'était vraiment. Et puis, la Macédoine a été intégrée en Grèce au XXe siècle, pas au XIXe siècle, beaucoup plus tard,
après, suite aux guerres balkaniques. Alors, avant Thessalonique, par exemple, que tout le monde connaît, hein, qui est, disons, les capitales de la Macédoine, c'est Thessalonique. Alors, c'était une ville, je dirais plutôt juive que grecque ou macédonienne ou quoi que ce soit, ou bulgare. C'était une ville multiculturelle, en fait, où tous les populations des Balkans étaient là, on attendait toutes les langues, on faisait le commerce avec tout le monde, c'était quelque chose de magnifique. Alors, après la Seconde Guerre mondiale, la partie de la Macédoine, du territoire macédonien, qui n'était pas intégré en Grèce, il était séparé un côté sur la Bulgarie, une plus petite partie sur la Bulgarie, et puis le reste sur l'ex-Yougoslavie de Tito, qui a fait aussi appeler sa province, son État fédéral, un de ses États fédéraux, Macédoine. Mais personne s'en occupait parce que tout le monde disait Yougoslavie, et c'était pas, de toute façon, c'était fermé, les frontières étaient fermées, alors on s'en occupait pas trop. Mais après la chute du régime Tito et l'ouverture des frontières, on s'est retrouvé avec un voisin qui s'appelait Macédoine. Alors, à l'époque, tout le monde était prêt, en 1993, 93, c'était déjà une première occasion de donner un nom plutôt composé, parce que les gens qui habitaient cet État, disons, ou région de l'ex-Yougoslavie, avaient forgé une identité plus tard, que c'était une identité par opposition et pas une identité par... Alors, ces identités par opposition sont souvent beaucoup plus fortes que les identités qui viennent d'une histoire plus longue. Et, alors, en 1993, alors, il a eu une première tentative de résolution du problème, mais le ministre des Étrangers d'alors, qui était devenu par la suite Premier ministre, M. Samaras, a démissionné et avec lui, il n'était pas d'accord, il a démissionné, il a pris avec lui une dizaine de députés de la Nouvelle Démocratie et il a fait tomber le gouvernement du père de l'actuel Premier ministre, M. Mitsotakis, père. Alors, et puis il est resté comme ça, la question ouverte depuis des années, ce qui a permis d'ailleurs, aux habitants de la Macédoine du Nord d'avoir un gouvernement très nationaliste, eux aussi, après, qui faisait son jeu intérieur en jouant sur l'appellation Macédoine. Cette identité un peu construite des Macédoines. On est tous si on veut être franc, le nord de la Grèce, le sud de la Bulgarie, le Macédoine du Nord, un peu le côté d'Albanie, sont tous de populations mixtes qui sont retrouvés dans les États-nations différents par hasard, plus ou moins par hasard. Donc voilà un pays qui, pendant plus de 20 ans, s'est promené dans le monde, si j'ose dire, avec un nom qui était FYROM. Voilà, Former Yugoslavian Macedonian Republic. C'est quand même extraordinaire comme situation, quoi. Et c'est le Syriza, il faut le dire quand même, qui a eu le courage de trancher ça. Oui, c'était le moment, hein, parce que sinon, il faut dire aussi que la communauté européenne, la communauté internationale en général, et, au bout d'un moment, elle en a eu marre et ils auront reconnu le pays en tant que Macédoine tout court, si on ne faisait pas quelque chose. Hein. Je reviens aux questions. Donc on a Simon, Raoul, qui vous dit, mais qu'est-ce que veulent les Grecs, l'opinion grecque? Est-ce qu'elle soutient plutôt la réponse diplomatique allemande ou l'approche française qu'il qualifie de plus musclée par rapport à la Ah, les musclés, c'est bien. Ah, les musclés, c'est très bien. ça nourrit le nationaliste à nous, mais c'est quand même quelque chose qu'on sait que ça ne va pas se réaliser. Je veux dire que les Grecs ont peur d'un conflit.
avec ils, ils ont peur d'un conflit en général. Ils sont des gens plutôt pacifistes que les gens qui allaient prendre les armes. Mais c'est bien d'en parler comme ça et dire que ouais, on fera tout ce qu'on doit faire. Alors, c'est comme la différence à l'extérieur et à l'intérieur. À l'extérieur, c'est mieux l'approche allemande, l'approche française, mais à la fin de la journée, après avoir fait la guerre toute la journée, on aimerait bien rentrer chez nous avec les Allemands, voilà. C'est-à-dire, pour reprendre une comparaison que j'ai utilisée à propos de Donald Trump à l'époque, les Grecs sont plus Aldo Macione que Sylvester Stallone, quoi. Oui, si vous voulez. Si vous voulez, mais c'est vrai. On montre les muscles, mais on n'a pas envie de les utiliser, quoi. Non, mais sans blague, une approche comme telle qu'elle a la France aujourd'hui, ça nous aide au niveau de négociations internationales. C'est beaucoup plus, pour nous, c'est beaucoup plus intéressant de voir quelque chose qui condamne fermement la Turquie. Hein. Et à votre avis, ça peut contribuer à un compromis, à un apaisement ou... Oui, parce que la Turquie fait la même chose comme j'expliquerai tout à l'heure. Elle essaye de faire partir la négociation à partir d'un point où elle sera la plus forte, où elle aura gagné un peu plus. Alors, c'est un jeu de négociation en fait, et pas un jeu de... Ce qu'on a peur vraiment, c'est que dans ce jeu, c'est la faute qui arrive, et la faute sera un conflit réel, armé. Oui, parce que quand même en 74, je ne compare pas évidemment la situation, mais jamais les dictateurs grecs n'auraient imaginé que leur opération allait finir d'abord par l'occupation de la moitié de Chypre par les Turcs et ensuite par la chute de leur propre dictature quand même. Mais non, s'ils auraient su, s'ils Quand imaginaient ça, quand on met le doigt dans un processus comme ça, on ne sait pas, on ne sait pas d'où. Pas comment ça finit, quoi. Il y a toujours un risque de dérapage, non? Absolument, absolument. Et déjà qu'à la mer Égée, déjà tous les jours, les avions et les pilotes s'amusent à traverser mutuellement l'espace aérien. Alors là aussi, c'est jouer à la guerre tous les jours. Alors même là, même à une époque qui n'est pas aussi grave qu'aujourd'hui, même la faute peut intervenir à n'importe quel moment. Et n'oublions pas la question de IMIA il y a 1996 où on a eu un épisode chaud à partir de rien du tout, hein, à partir de quelque chose qui s'était pas voulu. Oui, parce que j'ai lu dans un article qui était très intéressant cette nuit, il n'y a pas que le problème des eaux territoriales, il y a aussi le problème des espaces aériens, et même, si j'ai bien lu, qu'il n'y a pas de régulation des vols militaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles qu'on peut clairement imposer aux uns et aux autres, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une situation de non-droit, quoi. Il y a des règles, mais c'est aussi très difficile à les respecter parce que imaginez une rafale, par exemple, d'accord, qui va, je sais pas, elle va très vite, la rafale. C'est un avion très, très rapide. Alors, d'Athènes jusqu'à la Turquie, pour lui, c'est 10 minutes de vol. Alors, tu n'as même pas le faire pour faire le tour et retourner à Athènes. Il faut violer l'espace aérien turc. Je veux dire, c'est... Une question de Altaï qui demande si on pourrait imaginer une exploitation commune des ressources en hydrocarbures de la mer Égée avec l'ensemble des parties prenantes, quoi. Plutôt que ce jeu de go ou d'échecs enfin, auquel on assiste. Je n'ai pas de réponse. Je pourrais avoir une réponse personnelle, mais comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que l'attitude de Turquie qui veut de force brûler les règles internationales, même si éthiquement on pourra argumenter qu'elle a raison,
Ça ne se passe pas comme ça, parce que si on commence à violer les droits internationaux, alors là, on aura des problèmes partout et pas seulement à la mer Bien Égée, sûr. hein. Alors, plusieurs petites questions, mais importantes évidemment. On n'a pas parlé de la Chine jusqu'à présent. Et Jabba demande si l'acquisition de ports par la Intérêt? Chine en Grèce et en Turquie, quel effet ça a sur le conflit? C'est plutôt quelque chose qui est de nature à aller vers un apaisement ou bien ça peut aggraver le conflit? Moi, je pense que bon, d'abord, les Chinois veulent seulement son One Belt, One Road. Ils veulent conquérir le reste du monde commercialement, ce La qui route les de la soie. intéresse. Oui, oui, la route de la soie, voilà. Alors, ils ne vont pas entrer dans les conflits ni étant alliés de la Turquie, ni étant des alliés de la Grèce. Alors, ça, c'est à mon avis, c'est hors de question, hein. On ne parle pas de quelque chose comme ça. Si on va se rapprocher du fait que commercialement, disons, il y a une affinité ou une appartenance à une même. Je ne sais pas si on doit le voir comme pays ou comme si on doit qualifier l'appartenance de port à un pays ou à une corporation commerciale. Je ne suis pas très sûre. Et ça, ce sont des grandes questions du 21e siècle qu'il faut voir comment le commerce c'est pas seulement qu'il entre dans la politique, mais qu'il prend le dessus C'est ça. sur la politique, la géopolitique ou n'importe quoi. Alors, je TikTok, quoi. pense, C'est hmm? TikTok, comme on dirait ailleurs. Oui. Alors, je pense que non, ça n'a pas de jeu, de rôle à jouer, mais on ne sait pas. Ça, c'est aujourd'hui. Dans 3 mois, je ne saurais pas vous dire. Une question qui m'étonne, je n'étais pas informé de ça, mais bon, on va tout suivre évidemment. Baber, c'est son nom, nous demande pourquoi Saakashvili a été agressé à Athènes. Pourquoi elle a été agressée? Il a été agressé, je ne sais pas moi, je vous pose la question. Je ne suis pas sûre, moi non plus. Hein, c'est l'ancien président géorgien, Oui, j'imagine. oui, oui, Vous oui, 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 oui. ne savez Je suis pas. pas très sûre de fait. Alors, on va demander à Baber de nous donner une Oui, source. oui, oui, de donner au moins quand c'était, parce que Voilà, moi, quand ça me. et peut-être une source, s'il y a un journal qui en a parlé. Ça me rappelle quelque chose, mais je n'ai pas le fait sur la tête. Alors, mais Non, il était agressé par une personne ou quelque chose comme c'est ça. ça. C'était pas une agression organisée ou. Nous ne savons pas. Voilà, avouons Je suis notre pas très ignorance. sûre. Nobody Ça, suspect. ça me fait quelque chose, ça me fait rappeler quelque chose, mais je pense que c'était quelque chose de très. C'était un épisode, un incident plutôt que. Une question d'Antoine Buzat, plus globale et peut-être qui va nous suggérer plus de développement. Il demande si le fait que la France et la Grèce envisagent de signer un accord de défense, est-ce que ça n'est pas une redondance inutile, puisque la France et la Grèce sont liées à la fois par l'OTAN, par l'Union européenne. Donc, est-ce que c'est pas de la politique spectacle, quoi? Ouais. Je sais pas. Il y a des accords qui se signent des accords bilatéraux. Dans la pratique diplomatique, il y a des accords bilatéraux qui se signent Oui, bien sûr. même entre les pays qui collaborent au sein d'autres organisations internationales. Alors c'est une pratique qui se fait assez souvent. Il faut voir les termes pour voir si c'est superflu, si c'est des choses qui se recouvrent entre les accords de l'Union européenne ou l'OTAN. Et là, on pourrait répondre. Mais élargissons un tout petit peu la question. Au fond, j'ai bien compris que la posture d'Emmanuel Macron dans cette affaire vous avait plu, si j'ai bien compris. Mais comment on peut sortir de cette crise? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas la nécessité d'une initiative politico-diplomatique forte
qui n'est pas évidemment forcément française, qui peut être franco-allemande, qui peut être européenne, mais est-ce qu'il ne faut pas qu'on arrête l'escalade avant que se produise une catastrophe, quoi? Ah, mais on a déjà fait ça. Alors, c'est génial parce qu'après les prochains conseils européens qui sera les 15 et les 16 octobre, et les pourparlers vont recommencer. Le problème, c'est que ça y est, on n'a pas encore de date, mais c'est sûr que ça va recommencer. En Grèce, on a déjà notre chef de diplomatie qui était désigné et en Turquie, on attend déjà quelques noms de diplomates qui seront chargés de reprendre les pourparlers. Et l'Union européenne a demandé à la Turquie, c'est de sécher. Oh non, sécher. Arrêtez, c'est mieux. Excusez-moi, je ne suis pas très. Alors, c'est d'arrêter de faire des actions unilatérales, Terral, c'est ça? voilà, et jusqu'à la fin le début et puis la fin des pourparlers. Mais ça va sûrement commencer, hein, ça, il n'y a pas de doute là-dedans. Mon ami Deliremo, qui me parle par des petits posts comme ça, me dit qu'il n'y a pas de traces en cherchant d'agression contre Saakashvili. Donc, soit c'est un canular, soit il faut que je ne suis pas sûre que c'est canulaire parce que je pense que c'était. On trouve pas de source en tout cas. Au premier abord, on n'y arrive pas. Bah écoutez, je pense que je l'ai vu quelque part, mais vraiment en passant comme ça, sans. On va fouiller. On va chercher. D'accord, très bien. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Est-ce que vous voyez d'autres choses? Parce qu'on n'arrive pas loin du bout de notre émission. Est-ce qu'il y a encore des choses qui vous semblent importantes et qu'il faudrait dire? Oui, les choses qui me semblent importantes, c'est qu'il y a des conflits à la Méditerranée de l'Est qui sont encore, qui non seulement ils ne s'apaisent pas, mais qu'il y a il y a à chaque fois de nouveaux flammes on n'a pas résolu la question palestinienne depuis des années et des années. Et voilà, maintenant on se trouve avec des problèmes partout. On n'a pas résolu des problèmes en Afrique du Nord. On a laissé quand même les choses sans les régler. Et voilà qu'il y a d'autres. Je veux dire que on ne doit plus, en tant que communauté européenne, laisser les centres du monde qui est pour nous la Méditerranée. D'accord? Même si ce n'est pas le centre du monde, c'est le berceau de notre civilisation. D'accord? Et il faut trouver des moyens de pouvoir parler l'un à l'autre, de pouvoir régler des conflits territoriaux. Il y en aura toujours. Des conflits territoriaux sont plutôt une excuse que comment ça s'appelle? Le véritable enjeu. Le véritable enjeu, ce sont plutôt des excuses. Alors, il faut trouver. Il paraît que l'ONU ou l'Union européenne ou toutes les institutions qu'on a fait, soit elles ne marchent pas très bien, soit elles ne sont pas assez. Soit on veut pas faire de choses, qui est mon avis, mais je ne peux pas généraliser. Je vois qu'on joue aussi sur nos propres projets internationaux et on oublie. Et, la question migratoire, il faut arrêter de parler de problèmes migratoires. Il faut parler de questions migratoires parce qu'un problème a une solution. Il n'y a pas de solution. C'est un phénomène, c'est un sujet, c'est un thème, c'est une question. Il faut voir comment on peut l'adresser. Parce que si on va chercher des solutions, il n'y en a pas. Ça, on le sait déjà. Il n'y a pas. Il y a des guerres, il y a des famines, il y a sécheresse. Les gens
viendront toujours vers les pays plus pauvres. Ils ont toujours fait ça depuis la nuit de l'histoire humaine. Alors, il faut adresser le problème et arrêter soit de se cacher derrière notre doigt, soit d'avoir des couronnes diplomatiques. Il faut aussi arrêter les pays forts et riches doivent arrêter de vouloir vendre leurs armes et s'épancher un peu plus parce que maintenant on a des problèmes conflictuels, on a les problèmes écologiques majeurs, on a les problèmes. Il faut résoudre le plus qu'on peut résoudre pour pouvoir avancer dans notre histoire humaine parce que sinon si on continue comme ça, avoir plus de conflits que moi, surtout en Méditerranée, c'est décevant. Et je pense que le peuple de la Méditerranée ne mérite pas ça, voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous et je crois que ce que vous dites est très important. Peut-être il faut ajouter qu'on paye le chaos actuel des relations internationales qui se voit particulièrement dans cette région de la Méditerranée et du Proche-Orient, parce qu'au fond, la guerre froide, elle réglait les choses d'une manière tout à fait insupportable, mais elle les réglait. Elle imposait un ordre. L'après-guerre froide, on a vu le recul des grandes puissances, notamment de la puissance américaine. Mais là, il y a un phénomène, on pourrait dire, de vase communicant, c'est-à-dire plus les grandes puissances reculent et plus les puissances régionales montent, parce qu'elles ont une possibilité d'essayer d'imposer leur hégémonie, ou en tout cas de conforter leur influence dans leur zone, ce qu'ils estiment être leur zone. Et donc, on a une espèce de chaos que plus personne ne régule. Et c'est ça qui est extrêmement inquiétant, au fond, c'est que aucune des institutions créées pour réguler, dans un sens ou dans un autre, toutes ces questions, tous ces conflits, n'a plus de prise du fait de cette nouvelle situation de déséquilibre de puissance. Et ce que vous dites de la Turquie, on pourrait le dire en parlant d'autres sujets, de l'Iran par exemple. Ouais. On pourrait le dire d'Israël. On pourrait le dire à la limite de l'Arabie saoudite, même si c'est à un moindre degré. Toutes ces puissances régionales profitent du vide un peu créé par le retrait américain, plus ou moins affirmé, pour se battre pour leur propre hégémonie, quoi. Et donc ça ne peut pas permettre un règlement des conflits. Il faut un cadre institutionnel, civilisé, où ce ne soit pas la loi de la jungle, mais le droit international qui prime. Mais ça, c'est des vœux. Non, mais en fait, je pense que les gens, le peuple, ont besoin de se sentir qu'on va vers l'avant et pas vers l'arrière. C'est Voilà. très important. C'est une très bonne conclusion. Je vous remercie infiniment. C'était tout à fait passionnant, inhabituel peut-être pour nos amis, parce qu'on parle relativement peu de la Grèce dans notre monde. Or, comme vous le disiez, la Grèce fait partie du berceau de notre civilisation. Donc, merci beaucoup, Valia Kaimaki. Et puis, je redis à nos amis que malheureusement, nous sommes contraints de faire ces midis et d'autres initiatives, les controverses de l'IREMO, en ligne. On préférerait les faire évidemment en présence quand la Covid sera battue pour de bon, vaincue. En attendant, on a besoin de votre aide financière. Faites des dons sur le site de l'IREMO, iremo.org, pour nous aider à organiser tous ces débats qui doivent continuer. On a absolument besoin de poursuivre la réflexion sur toutes ces questions qui nous passionnent tous. Merci encore, Valia. Merci à tous ceux qui ont suivi. Merci à Gianni qui a organisé, je crois, avec Anne aujourd'hui, ce midi. Et à bientôt. Je crois qu'on se retrouve jeudi pour un autre midi. Merci beaucoup. Evcharisto en grec.